Bienvenue à tous. Ces dernières années, des progrès ont été réalisés en matière de protection des lanceurs d'alerte dans le monde. Malgré cette avancée, Transparency International indique que beaucoup reste à faire pour garantir de manière adéquate et efficace les droits et la sécurité de ces lanceurs d'alerte. Il faut noter qu'au cours de la dernière décennie, le nombre de cas de poursuites pour fraude en milieu de travail a reculé de 16%, de crainte que le lanceur d'alerte soit identifié, que son image soit salie et qu'il fasse l'objet de représailles. Une situation qui montre qu'en l'absence d'un cadre juridique efficace, les poursuites judiciaires engagées contre les personnes accusées de corruption peuvent dissuader les lanceurs d'alerte pour les motifs que nous venons de mentionner. La protection des lanceurs d'alerte dans le monde, c'est le thème de ce numéro de votre émission Focus. Nous en parlons avec un homme qui n'est plus à présenter. Il a fait de la lutte contre la corruption au Togo son cheval de bataille. Docteur Fabrice Kodjo Ebe, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes directeur exécutif de l'ANCE Togo, expert anti-corruption et contact national de Transparency International. Nous allons commencer par une question toute scolaire. Quand on parle de lanceur d'alerte, qu'est-ce que c'est? D'accord. Merci pour l'opportunité de parler d'un thème aussi important pour la gouvernance économique en Afrique. Tout dépend du sens que les États et de la portée de la protection que les États veulent donner aux lanceurs d'alerte. Si vous prenez par exemple la législation ghanéenne de 2006, c'est l'un des rares pays de la sous-région qui a adopté déjà une protection sur la protection des lanceurs d'alerte en 2006. C'est une protection générale, donc la définition elle est large. Un lanceur d'alerte, c'est un employé qui dénonce les abus, tout abus de son employeur, ou un employé qui dénonce les abus d'un autre employé, ou une personne qui dénonce les abus d'une autre personne ou d'une institution. Donc ça veut dire que c'est général. Et ça peut porter sur n'importe quel fait ou quelle violation. Si vous revenez maintenant dans la protection, dans la définition donnée par la Convention cadre des Nations Unies contre la corruption, un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui dénonce, une personne physique qui dénonce à une autorité. Tout fait quelconque, en se basant peut-être sur une bonne foi, sur des éléments raisonnables, il a des soupçons raisonnables, donc il dénonce à une autorité quelconque. Maintenant, si vous retournez à la directive 1937 de l'Union européenne, c'est une directive adoptée par le Parlement européen et le Conseil européen, le 20 octobre 2019, c'est une définition qui dit que le lanceur d'alerte, c'est toute personne, n'est-ce pas, qui signale ou divulgue à une autorité publiquement des informations sur une violation donnée. Donc, vous allez voir, donc, la personne, il y a une information et la personne divulgue publiquement. On n'a pas dit à une autorité. Nous allons voir, peut-être avec le temps, quelles sont les nuances entre ces trois définitions que je viens de donner. Alors justement, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la protection juridique de ce type de personnes que nous appelons lanceurs d'alerte. En quoi ce sujet est préoccupant aujourd'hui? Disons que la protection, si vous voulez parler un peu de l'étendue de la protection ou bien son fondement, c'est né depuis les années, c'est contenu dans la Constitution américaine. Si vous prenez la Constitution américaine, vous allez voir la protection des lanceurs d'alerte. Et ça a évolué, même aux États-Unis, parce que en 1989, il y a une réglementation spécifique qui a réglementé la protection des lanceurs d'alerte dans les secteurs publics. Ensuite, ça a été étendu dans les secteurs privés en 2002 par les lois Sarbanes-Oxley et puis en 2010 par la loi Dodd-Frank. Et en Italie, c'est en 2017, ils ont intégré ça dans leur code de travail. Le code de travail contient la protection des lanceurs d'alerte dans le secteur public. La loi canadienne de 2018 a également prévu la protection des lanceurs d'alerte. Mais ce qui est important dans la sous-région, c'est qu'il y a des initiatives de protection des lanceurs d'alerte. Comme je l'ai dit avec le Ghana, en 2006, vous avez aussi le Libéria, le 8 décembre 2009,
parce qu'il y a un arrêté. L'ancienne présidente, la loi tarde à être volée par le Parlement, et comme elle sait ce que c'est la protection des lanceurs d'alerte, elle-même, elle a pris un arrêté, et le Bénin l'a inclus dans sa loi anticorruption de 2011, et le géant nigérian à côté. Ils ont une politique nationale de protection des lanceurs d'alerte qui a été adoptée en 2016, et puis maintenant en 2017, le Sénat du Nigeria a adopté une loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Alors, puisque vous intervenez au Togo, vous qui luttez contre la corruption, qu'en est-il de cette disposition juridique? Est-ce que le pays est dans cette dynamique de protection des lanceurs d'alerte? Non, disons que notre réglementation ne contient pas encore une protection juridique des lanceurs d'alerte. Nous avons une protection des dénonciateurs. Nous avons en quelque sorte réglementé les dénonciateurs. Il y a une différence entre un dénonciateur et un lanceur d'alerte. Bon, mais disons que vous savez, au Togo, je fais partie de beaucoup de groupes d'experts, de groupes de comités techniques. Je fais partie du comité de revue des marchés publics et aussi du comité de revue, n'est-ce pas, de la loi sur les marchés publics. Enfin, moi, j'étais dans le groupe et j'ai introduit dans le groupe la protection des lanceurs d'alerte dans les marchés publics en s'inspirant, bien sûr, de la loi canadienne de 2018. Mais vous savez, nous, on ne fait que le plaidoyer. C'est à l'autorité de maintenir cela. Et surtout, vous savez, c'est des notions sensibles. Il y a des étapes, il y a des éléments, il y a des conditions. Si dans le circuit, on enlève des dispositions ou bien des paragraphes, ça va dénaturer ce qui a été fait. Donc, nous pensons qu'il y a des initiatives qui ont été là et nous espérons que dans le circuit, ça sera gardé. Et aussi sur la loi, l'avant-projet de la loi anticorruption, initié par la Raplicia, on avait intégré les dispositions sur les lanceurs d'alerte. Donc maintenant, c'est entre les mains des autorités et nous espérons que ça sera maintenu jusqu'au bout. Alors, vous avez évoqué le cas de quelques pays au niveau de la sous-région ouest africaine qui ont pris des initiatives allant dans le sens de la protection de ces lanceurs d'alerte. Est-ce que, justement, dans l'espace communautaire CEDEAO, vous pensez qu'il y a encore assez de défis à relever? Non, beaucoup de défis. Et les défis, d'abord, au niveau des pays anglophones, ils ont des avancées par rapport à la compréhension de ces questions. Parce que vous savez, c'est une notion qui est née aux États-Unis. Tous les pays anglo-saxons, la Finlande, le Danemark, la Grande-Bretagne, l'Australie. En fait, pour eux, le Commonwealth, pour avoir les financements du Commonwealth, tu dois forcément avoir une législation sur la protection des lanceurs d'alerte. Parce qu'ils en ont fait un outil, parce que c'est un bon outil de gouvernance. Bon, maintenant, lorsque vous venez dans les pays francophones, vous savez, la gouvernance, c'est récent, hein, parce que dans les pays francophones, les questions de lutte contre la corruption, etc., il faut être franc que ce n'était pas la priorité pendant plusieurs années. Mais nous voyons maintenant les avancées sur ces questions-là. Donc, ça fait que nous sommes en retard. Mais lorsque vous regardez sur l'espace francophone, il y a le Rwanda qui est là. Vous avez le Bénin qui est là, en 2011. Et les autres pays n'ont pas ça. Ils ont juste des mécanismes de protection des dénonciateurs. Il y a une différence entre un dénonciateur et un lanceur d'alerte qui bénéficie d'un régime particulier en droit international. Alors concrètement, quels sont les principes qui sous-tendent cette protection des lanceurs d'alerte? Bon, disons que le lanceur d'alerte, il agit au nom de l'intérêt public. C'est quelqu'un qui est là, il est là en tant qu'employé quelque part. Il bénéficie d'un statut particulier. Il voit des fraudes, des comportements illicites. Il voit des actes de corruption. Je peux donner des exemples célèbres des lanceurs d'alerte, vous allez comprendre. Il y avait un employé d'une banque au Kenya. Et on lui demandait de payer près de 50 millions de dollars pour, n'est-ce pas, des questions liées à l'or. Oh, lui, il regarde dans son pays, il n'y a pas l'or, alors que le paiement est fait dans le pays. Il se dit, mais comment je vais payer jusqu'à 50 millions alors que pour quelque chose qui n'existe pas? Il a dénoncé. Après tout, il a été persécuté. Il a été licencié. Il a eu même des menaces de mort.
il s'est retiré à Mombasa, tombé malade sans emploi, il est mort. Vous avez vu ça? Il y a aussi un cas important des films de tabac. Il y a un docteur Wagner qui travaillait, n'est-ce pas, dans une grande firme de tabac aux États-Unis. Pendant longtemps, on a menti que la fumée secondaire ne pouvait jamais nuire, c'est-à-dire le fait de rejeter la fumée devant quelqu'un. Mais lui, c'est un docteur biochimiste. Il fait les analyses, il voit que c'est nuisible. Mais chaque temps, dans les films, disent que ce n'est pas nuisible. On peut continuer par... Un jour, il se dit que non, je dois dénoncer. Il dénonce, on le licencie, etc. Donc, disons que c'est quelqu'un qui est là, qui a les informations privilégiées, et pour agir pour l'intérêt général, il pense qu'il faut les dénoncer. Donc, le mécanisme de lanceur d'alerte, c'est un mécanisme de bonne gouvernance. Aucun pays au monde ne peut lutter contre la corruption si il n'a pas fait. Il n'a pas inclus la protection des lanceurs d'alerte dans ce système parce que ça permet à chacun, ça permet de lever le niveau d'éthique et d'intégrité dans la société. C'est pour cela que c'est un outil important et que la plupart des États qui veulent lutter contre la corruption sont obligés d'avoir un tel système dans leur droit interne. Alors ça m'amène à vous poser cette question. Est-ce qu'il y a des domaines spécifiques couverts par ces lanceurs, par le lancement d'alerte? Disons que domaine spécifique, il y a deux tendances en droit international et dans les bonnes pratiques internationales. Il y a d'abord les pays où on a généralisé, comme le Ghana. Tous les domaines, on peut faire l'alerte. Vous savez, le Ghana était un État plus corrompu que nous. Depuis qu'ils ont introduit cette loi, depuis 2006, ils sont en avance. Parce que c'est une loi qui antenne la culture de l'intégrité. Donc, ils ont généralisé. Mais si vous prenez la directive de l'Union européenne, eux, ils ont limité. C'est-à-dire qu'ils ont donné les domaines dans lesquels on peut faire la lettre. Et il y a 10 domaines. Il y a la santé publique, la protection de l'environnement, il y a la sécurité des données, il y a aussi les domaines financiers, tout le domaine de la fonction publique, etc. Il y a 10 domaines. Donc, parmi ces deux tendances, tout dépend de la volonté de l'État, si on veut généraliser comme le Ghana, ou bien si on veut limiter, n'est-ce pas, le lancement ou le signalement d'alerte dans des domaines spécifiques. Alors, quand on est lanceur d'alerte, est-ce qu'il y a des conditions à remplir pour bénéficier de la protection? Oui, disons que si vous allez à l'article 6, paragraphe 2 de la directive 2019-1937 de l'Union européenne, il y a deux conditions. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait des motifs raisonnables de croire que les informations signalées étaient véridiques. Est-ce au moment de les signaler, est-ce que c'est véridique? Vous avez vu, est-ce que c'est vrai? Ou vrai, est-ce que vous avez de bonne foi, vous pensez que c'est vrai? Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'il faut qu'il y ait un signalement qui suit certaines voies. Donc, nous allons peut-être en parler plus tard, parce qu'il y a plusieurs sortes de signalements. Oui, justement, les étapes. Oui, les étapes, c'est que... Pourquoi c'est bon l'alerte? Parce que quand nous on parle, vous savez, les questions liées à la gouvernance, à la lutte contre la corruption, ce n'est pas des domaines, c'est des domaines ecclésiastiques. Donc ce que nous on remarque, c'est que dans la fonction publique, il manque, le plateau technique n'est pas encore au point. Lorsqu'on parle d'alerte, les gens ont peur. Alors que l'alerte, ça protège tout le monde. Si vous êtes dans une fonction publique, vous ne pouvez signaler. D'abord, quand il y a une faute, vous ne pouvez que recourir à des mécanismes internes. Ça veut dire que vous signalez d'abord à l'interne. Si vous travaillez dans un ministère, s'il y a un problème, vous avez l'obligation d'abord de signaler à l'interne. Et la réglementation de l'Union européenne dit que vous devez attendre 3 mois. Si rien n'est fait, vous passez à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi? C'est le signalement externe. Le signalement externe, c'est le signalement à l'autorité. Si nous sommes, par exemple, c'est la deuxième étape. Et le signalement à l'autorité, c'est la deuxième étape. Parce qu'à la première étape, vous n'avez pas eu gain de cause. Ce signalement à l'autorité, c'est qui? Ça dépend du domaine. Si nous sommes dans un domaine des marchés publics, la deuxième étape, vous devez signaler à l'autorité de régulation des marchés publics, l'ARMP. Si c'est un domaine de corruption, vous pouvez signaler à la Haplusia. Au Togo, par exemple, l'autorité qui est en charge de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Si nous sommes, par exemple, dans les questions de l'administration, vous pouvez signaler au médiateur de la République. Vous comprenez ce que j'ai dit? Si c'est un truc, par exemple, de terrorisme, vous allez signaler au ministère de la Sécurité. Donc, ça fait la deuxième étape. Vous voyez?
Maintenant, c'est quand aussi, cette deuxième étape-là, vous n'avez pas eu gain de cause, la loi dit que vous pouvez maintenant passer à la dernière étape, qui est la troisième étape, qui est le signalement au public. Le signalement au public, vous allez voir un journal par voie de presse où vous introduisez. Le problème, c'est quoi? Dans les pays où il n'y a pas un mécanisme d'alerte, qu'est-ce que les gens font? Les gens frustrés de l'administration, ils vont voir les médias, ils vont venir voir les ONG avec des dossiers, avec toutes les preuves. Donc, généralement, les informations qu'on voit directement dans les presses, où on publie les magouilles, les détournements, c'est les gens frustrés dans l'administration. Alors justement, M. Ebé, oui. Alors, quelles sont les mesures de protection qu'un État doit donner aux lanceurs d'alerte? Bon, disons qu'il y a plusieurs mesures. Si vous lisez notamment la directive de l'Union européenne, vous allez voir qu'il y a plusieurs mesures, plusieurs ordres de mesures. D'abord, les premières mesures sont les mesures d'interdiction de représailles. On ne doit pas réprimer quelqu'un parce qu'il a dénoncé un cas de fraude, de corruption, de comportement illicite. Donc, par exemple, on ne peut pas suspendre son contrat, on ne peut pas faire mise en pied, on ne peut pas le sauter ici pour aller dans une ferme. Toute forme de représailles sont interdites. Ensuite, les autres mesures, c'est que chaque État doit réglementer et maintenant donner l'assistance aux gens, informer les citoyens sur le mécanisme d'alerte, comment ça se passe, donner l'assistance. Si quelqu'un dénonce, mais on doit l'encadrer, on doit le protéger, on doit lui donner l'assistance technique. Et disons même que lorsque quelqu'un dénonce, c'est quoi? C'est pour la société. Donc, la preuve, on ne demande plus. Le droit international demande que la preuve même, ce n'est pas le lanceur d'alerte qui doit donner ça. Parce qu'il a dénoncé pour la société. Donc ça veut dire que c'est qui? C'est le procureur de la République qui doit faire les investigations, qui doit avoir les preuves pour soutenir le lanceur d'alerte. En conclusion, pour terminer, chaque État a beaucoup à gagner en protection, en protégeant les lanceurs d'alerte. Très rapidement, M. Ebé. Oui, d'abord l'État. Il faut mettre ça en place pour éviter que les petits trucs se retrouvent, le linge sale se lave dans la maison. En quelques secondes. Si nous avons un mécanisme interne, on ne dénoncera pas à l'extérieur. Donc, ce que moi j'encourage les pays africains, et notamment le Togo à faire, c'est de mettre en place un système d'alerte parce que c'est l'un des outils, les meilleurs outils de promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption dans le monde. C'est l'appel de Dr Fabrice Kodjo Ebé, directeur exécutif de l'ANCE, expert anticorruption et contact national de Transparency International au Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.